Au tribunal, ma tante a présenté sa facture pour m'avoir élevé après le décès de ma mère, nourriture, vêtements, hébergement, le tout détaillé pour un montant total de 50 000 $. Le juge l'a lu attentivement, puis a demandé « Où sont les 280 000 $ de prestations de la sécurité sociale que vous avez perçues ?» La salle d'audience a explosé. Bonjour, je m'appelle Madison Clark. J'ai 28 ans et voici l'histoire de la façon dont ma tante a essayé de me facturer ma propre enfance. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, aimez la vidéo et abonnez-vous. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous me regardez. Votre honneur, je présente ma facture, a annoncé ma tante Brenda, sa voix résonnant d'une fausse piété dans la salle d'audience silencieuse. Elle a fait glisser un mince dossier cartonné beige sur le bois poli en direction du bureau du juge. À l'intérieur se trouvait une facture de 50 000 $. Une somme qu'elle prétendait que je lui devais pour l'immense sacrifice de m'avoir élevé après la mort de ma mère. Un murmure de stupeur collectif a parcouru la galerie. Mes mains, posées sur la table devant moi, ont commencé à trembler. Le montant était absurde, mais c'était le principe même qui m'a coupé le souffle. Elle avait mis un prix sur mon deuil, sur mon enfance entière. Elle pensait que j'étais toujours la même petite fille effrayée et impuissante qu'elle avait toujours connue. Mais j'avais quelque chose qu'elle ignorait, mon propre dossier, rempli de preuves qui allaient démonter chacun des mensonges qu'elle avait jamais proférés. Mon monde s'est effondré quand j'avais 8 ans. Non pas dans un fracas, mais dans le silence stérile et assourdissant d'une salle d'attente d'hôpital. Un instant, ma mère était le centre de mon univers. Un soleil chaleureux qui sentait la vanille et la poudre pour bébé Johnson S. Son rire était la musique qui remplissait notre petit appartement. L'instant d'après, elle n'était plus qu'un souvenir, un fantôme dans une pièce vide. La version officielle parlait d'un accident de voiture, un conducteur ivre qui avait grillé un feu rouge. Mais pour moi, c'était plus simple, le monde s'était juste arrêté. Mon père n'était qu'un nom sur un acte de naissance, un fantôme que je n'avais jamais rencontré. Alors, quand l'assistante sociale, avec ses yeux tristes et son sourire bienveillant, m'a interrogé sur le reste de ma famille, un seul nom m'est venu à l'esprit, tante Brenda. La sœur aînée de ma mère est arrivée au centre des services d'aide à l'enfance d'un air agité, son manteau jeté à la hâte sur une robe fleurie colorée. Elle m'a serré dans ses bras, une étreinte raide et maladroite qui donnait plus l'impression de tenir un sac de course qu'un enfant en deuil. « Oh, ma pauvre petite » a-t-elle chuchoté, sa voix mêlant pitié et contrariété. « Ne t'inquiète pas, tu vas venir vivre avec moi. On va s'arranger. » Cette phrase, « on va s'arranger », est devenue le mantra de mon enfance, un rappel constant que mon existence était un problème à résoudre, une équation qui ne tombait jamais tout à fait juste. Sa maison de banlieue était à des années-lumière du petit appartement en ville que je partageais avec ma maman. C'était une maison coloniale à 2 étages avec une pelouse bien tondue et un panier de basket au-dessus du garage. Pour mes cousins, Lisa, qui avait 1 an de plus que moi, et Marc, qui avait 2 ans de moins, c'était un palais de confort suburbain. Leur chambre regorgeait de jouets, d'affiches et des derniers gadgets à la mode. Ils invitaient des amis à dormir. Leur rire résonnait dans le couloir pendant que j'étais allongé dans ma propre chambre, un espace de stockage aménagé dans le grenier, à écouter les bruits inconnus d'une maison qui ne serait jamais vraiment mon foyer. Le grenier était mon espace attribué, une petite pièce triangulaire au plafond mansardé où je ne pouvais pas me tenir debout d'un côté. Une seule ampoule nue pendait d'un fil au centre, projetant de longues ombres dansantes sur les poutres apparentes. Il y faisait glacial en hiver, le vent sifflant sous les toits, et une chaleur étouffante en été, l'air lourd sentant la poussière et les vieux souvenirs. Mon lit était un matelas déformé posé à même le sol, et mes vêtements étaient rangés dans des boîtes en carton poussées contre le mur. Ces vêtements étaient un autre rappel quotidien de mon statut. J'étais la destinataire des habits usagés de Lisa. J'attendais le changement de saison des placards, moment où un sac poubelle rempli des vieux vêtements de Lisa était déposé sans cérémonie au bas de l'escalier du grenier pour moi. Ils étaient toujours soit trop grands, soit trop petits, tachés par les fantômes de repas que je n'avais pas mangés et de souvenirs que je n'avais pas créés. J'ai passé des années avec les manches retroussées et la taille de mes jeans serrés par une ceinture, me sentant comme une imitatrice dans la peau de quelqu'un d'autre. Les repas étaient la forme d'exclusion la plus cruelle. La famille tante Brenda, oncle Robert, Lisa et Marc dînaient ensemble dans la salle à manger, un espace chaleureux doté d'une grande table en chêne et de fenêtres donnant sur le jardin. Je n'étais pas autorisé à les rejoindre. Ma place était au petit comptoir en formica ébréché de la cuisine, perché sur un tabouret instable.
Brenda me tendait mon assiette, souvent des portions plus petites ou les restes de la veille, et je mangeais en silence, le cliquetis de leur couvert et le murmure de leur conversation me parvenant comme d'un monde lointain. J'ai appris à manger vite, à me faire aussi petite et discrète que possible. Le message était clair et constant, je ne faisais pas partie d'eux. J'étais une invitée, et une invitée temporaire et encombrante par-dessus le marché. Les fêtes étaient des spectacles d'humiliation ciblés. À Thanksgiving, mes cousins parlaient de leurs projets scolaires et de leurs équipes de sport, tandis que j'étais chargé de resservir les boissons et de débarrasser les assiettes avant même que le plat principal ne soit terminé. Un Noël, quand j'avais 12 ans, est resté gravé dans ma mémoire pour toujours. Le salon était une montagne de cadeaux emballés de couleurs vives. Lisa a reçu un vélo à 10 vitesses flambant neuf et une chaîne stéréo pour sa chambre. Marc a eu une PlayStation, ses cris de joie résonnant dans la maison. Je regardais depuis mon coin, l'estomac noué par l'espoir et l'appréhension. Finalement, Brenda m'a tendu une unique petite boîte emballée dans des restes de papier. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Je l'ai déchiré pour y trouver un ensemble de torchons de cuisine beige. Voilà, a dit Brenda avec un sourire mince et satisfait. Tu pourras t'en servir pour m'aider dans les tâches ménagères. C'est important que tu apprennes à gagner ta croûte dans ce monde. Lisa et Marc ont ricané. Oncle Robert a juste grogné derrière son journal. À ce moment-là, j'ai compris. Je n'étais ni une fille, ni une nièce, ni une cousine. J'étais une corvée, un cas social, une leçon de gratitude sous les yeux de tous les autres. Ma vie scolaire était le prolongement de cet isolement. J'avais peur de me faire des amis parce que je savais que je ne pourrais jamais les inviter chez moi. Comment expliquer ma chambre mansardée? Comment expliquer pourquoi je n'avais pas le droit de manger avec la famille? Une fois, en CM2, une fille nommée Sarah m'a invité à sa fête d'anniversaire. C'était une soirée pyjama. Quand j'ai demandé à ma tante si je pouvais y aller, elle a poussé un lourd soupir. Madison, ces choses-là coûtent de l'argent. Je devrais acheter un cadeau. As-tu la moindre idée d'à quel point nos finances sont serrées? La culpabilité était un lourd manteau qu'elle jetait sur mes épaules. Le lendemain, j'ai menti à Sarah en lui disant que j'étais malade. J'ai passé ce samedi soir dans ma chambre au grenier, à écouter le bruit de mes cousins qui regardaient un film en bas, à imaginer l'amusement de Sarah et de ses amis. La douleur de la solitude était si vive qu'elle ressemblait à une souffrance physique. Les paroles de Brenda étaient la musique de fond de ma vie, une bande sonore en boucle sur ma propre insuffisance. Sois reconnaissante, Madison. Certains enfants n'ont rien. Ne sois pas si sensible. Tout ne tourne pas toujours au-dessus de toi. Tu coûtes une fortune à nourrir, tu le sais bien. Elle maniait ma dépendance comme une arme, s'assurant que je sache que chaque bouchée de nourriture, chaque fil de vêtements était un cadeau que je ne pourrais jamais rembourser. L'amour n'était pas une monnaie d'échange dans cette maison. La dette l'était, et mon solde était toujours débiteur. J'ai grandi en croyant que j'étais fondamentalement sans valeur, un fardeau dont le seul but était de se montrer reconnaissante pour les miettes qu'on me jetait. C'était un mensonge que j'allais passer la décennie suivante de ma vie à essayer de désapprendre. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai emballé mes quelques affaires, les vêtements dépareillés et la poignée de livres que j'avais réussi à rassembler dans 2 boîtes en carton et je suis parti. Je n'avais pas de plan, juste un besoin féroce et désespéré de respirer. Ma destination était l'université d'État située à 4 heures de là, un endroit où personne ne connaissait mon histoire, où je pouvais m'inventer une nouvelle version de moi-même. J'avais été accepté grâce à un programme destiné aux étudiants à faible revenu, et la combinaison de bourses d'études, d'aide financière et d'une montagne de prêts étudiants suffisait tout juste à payer les frais de scolarité et un lit dans une chambre de dortoir bondée. Pour la première fois, ma vie m'appartenait, et la terreur de cette liberté n'était éclipsée que par son soulagement grisant. L'université fut un parcours brutal et incessant. Pendant que les autres étudiants allaient au match de football ou partaient en vacances de printemps, je travaillais. Je cumulais 3 emplois en plus de mes cours. De 6h à 8h du matin, je faisais partie de l'équipe de nettoyage de l'université, frottant les toilettes et passant la serpillière dans les bâtiments académiques, la tête encore embrumée de sommeil. Entre les cours, je travaillais à la bibliothèque du campus, la monotonie tranquille du rangement des livres m'offrant un répit bienvenu. Mes nuits et mes week-ends se passaient à faire le service dans un restaurant bon marché près du campus, où mes poches se remplissaient de billets d'$1 froissés qui sentaient le café rassis et les oignons frits. Je vivais de café brûlé du restaurant,
de nouilles instantanées et de bagel rassis que mon responsable me laissait emporter à la fin de mon service. J'ai été perpétuellement épuisé, mon corps endolori et mon esprit usé. Mais chaque dollar que je gagnais, chaque manuel que j'achetais avec mon propre argent était une déclaration d'indépendance. C'était la preuve que je pouvais non seulement survivre, mais construire quelque chose à moi, loin du poids étouffant de la charité de ma tante. Cette volonté implacable m'a propulsé tout au long de ma licence et directement vers l'école de droit. C'était un choix logique, né d'un désir profond de me battre pour les personnes privées de voix, pour celles à qui l'on avait répété qu'elles ne valaient rien. Je savais ce que l'on ressentait quand on est impuissant, et j'étais déterminé à passer ma vie à faire pencher la balance de la justice, même un tout petit peu. L'école de droit était encore plus exigeante, mais ma capacité de travail était sans limite. J'ai obtenu mon diplôme parmi les 10% les meilleurs de ma promotion, un fait que je n'ai jamais partagé avec ma tante. Ma réussite était la mienne, une victoire privée que je refusais de lui laisser ternir. Après avoir été reçu au barreau, j'ai accepté un poste dans un cabinet modeste mais tenace de la ville, spécialisé dans le droit de la famille et la défense des mineurs. J'avais l'impression de boucler la boucle. J'étais doué pour mon travail. Je comprenais les nuances de la manipulation, le poison silencieux de la maltraitance psychologique, et les manières dont le contrôle financier pouvait devenir une cage. Je me suis acheté un petit appartement en copropriété dans un ancien entrepôt réhabilité du centre-ville, un espace avec de hauts plafonds, des briques apparentes et une grande fenêtre qui laissait entrer la lumière du matin. C'était le premier endroit qui me donnait vraiment l'impression d'être chez moi. Je l'ai rempli de plantes, de meubles d'occasion que j'avais restaurés avec amour, et d'étagères remplies de livres. C'était mon sanctuaire. Les années de contact minimaux avec ma tante Brenda s'étaient stabilisées dans un schéma prévisible et froid. Elle m'appelait pour mon anniversaire et à Noël, nos conversations étant guindées et brèves. Elle me demandait si je gagnais bien ma vie, son ton sous-entendant qu'elle avait en quelque sorte le droit d'avoir un compte rendu de mes finances. Je gardais des réponses vagues, ma vie étant un livre fermé qu'elle n'était plus autorisée à lire. Je pensais que nous étions parvenus à une sorte de trêve froide et tacite. J'étais sorti de sa maison, et elle était sortie de ma vie. Cette illusion a volé en éclats un mardi après-midi. J'étais dans mon bureau en train d'examiner des dépositions pour une affaire de garde d'enfants quand mon assistante m'a appelé. « Madison, il y a un monsieur ici pour vous voir. Il dit qu'il s'agit d'une affaire juridique. » Confuse, je lui ai dit de le faire entrer. C'était un huissier de justice, un homme au visage impassible qui m'a tendu une épaisse enveloppe Kraft, a prononcé les mots « Vous avez reçu une signification » et est reparti. Pendant un instant, je suis resté à fixer l'enveloppe, mon cœur entamant de lourds battements réguliers contre mes côtes. Mon esprit de juriste a envisagé toutes les possibilités. Un ancien client mécontent? Une erreur? J'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. Le jargon juridique sautait aux yeux, mais ce sont les noms qui m'ont coupé le souffle. Brenda Harrison, demanderesse contre Madison Clark, défendresse. Mon estomac s'est noué. C'était un procès, une attaque juridique formelle et vicieuse. Elle me poursuivait pour $50 000 au titre d'une pension alimentaire rétroactive et des frais d'entretien associés. À la plainte officielle était jointe la facture. C'était un chef-d'œuvre de fiction malveillante tapé sur du papier machine bon marché. Je l'ai lu, mon incrédulité se transformant en une colère si profonde qu'elle me donnait le vertige. Rubrique logement, 10 ans à $150 mois égale $18 000. Rubrique nourriture et courses, estimée à $12 500. Rubrique encadrement maternel et éducation morale, 4500 heures à $2,50 heure égale $11 250. Rubrique charge mentale et soutien psychologique post-traumatique, incalculable. Réduit à $5000. Rubrique transport vers l'école et les activités, $2250. Rubrique éducation aux tâches ménagères pour forger le caractère, $1000. Montant total, $50 000. Éducation aux tâches ménagères pour forger le caractère. Elle me facturait le privilège de récurer ses sols. Encadrement maternel. Elle me facturait chaque fois qu'elle m'avait traité d'ingrate. C'était tellement grotesque, tellement pervers qu'une partie de moi avait envie de rire, mais la colère était un brasier dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de pouvoir. C'était sa dernière tentative désespérée de me remettre à ma place, de m'enchaîner au passé avec une dette qu'elle avait inventée. Alors que la fureur m'envahissait,
un souvenir a refait surface, froid et net. J'avais 15 ans, je cherchais un timbre dans le tiroir du bureau encombré de leur salon. Mes doigts ont frôlé une pile de relevés bancaires d'apparence officielle. Le nom de ma tante figurait en haut. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil aux transactions. J'ai vu les mots « US Treasury SOCSEC » à côté d'un dépôt de plus de 1000 $. J'en ai vu un autre un mois plus tard, puis un autre. Je ne comprenais pas tout à fait à l'époque, mais je savais qu'il s'agissait d'argent du gouvernement. Je me souvenais aussi d'avoir trouvé, un an plus tard dans ce même tiroir, une épaisse police d'assurance vie portant le nom de ma mère, avec Brenda désignée comme bénéficiaire pour l'éducation de Madison Clark. Elle avait encaissé des chèques qui m'étaient destinés pendant 10 ans. Elle avait été payée, et bien payée, pour son prétendu sacrifice. Elle comptait sur le fait que je sois trop brisée, trop intimidée ou trop ignorante du passé pour me défendre. Elle avait fait une erreur de calcul spectaculaire. Ce procès était une déclaration de guerre, et elle venait de me fournir toutes les armes dont j'aurais besoin. Le matin de l'audience, je suis resté devant ma penderie pendant 1 heure entière, avec l'impression d'être un soldat choisissant son armure. Chaque tenue me semblait inadaptée. Trop voyante, trop timide, trop claire, trop sombre. Finalement, j'ai opté pour un tailleur gris anthracite simple, un chemisier en soie blanche et des chaussures plates pratiques. C'était professionnel, sobre et rigoureux. C'était l'armure d'une avocate, pas les vêtements élimés d'une victime. J'ai rassemblé mes cheveux en un chignon serré et strict, chaque mèche à sa place. Mon reflet dans le miroir était celui d'une étrangère, une femme aux traits durcis autour des yeux et à la mâchoire serrée par une farouche détermination. Il ne restait aucune trace de la petite fille effrayée du grenier. Je devais m'en convaincre. Entrer dans le tribunal me donnait l'impression de pénétrer dans un théâtre dont j'étais la vedette involontaire d'une tragédie. L'air était lourd d'une odeur de vieux papier et de café rassis. Ma tante et son avocat étaient déjà installés à la table de la partie demanderesse. Brenda portait un ensemble rose pâle avec un collier de fausses perles. Elle avait l'air douce, maternelle et affligée. Elle maîtrisait à la perfection l'art de jouer la victime. Dans les bancs du public derrière elle se tenait le jury de mon passé, mes cousins Lisa et Marc, ainsi qu'une poignée de tantes et d'oncles que je n'avais pas vus depuis des années. Lisa a croisé mon regard et m'a jeté un œil mêlé de pitié et de dédain. Marc fixait simplement ses mains, les épaules affaissées. Les autres chuchotaient derrière leurs mains, leur regard se tournant vers moi avec une curiosité morbide. Ils étaient tous venus voir l'orpheline ingrate recevoir la monnaie de sa pièce. Le poids de leur jugement était une pression physique qui m'empêchait presque de respirer. Lorsque le juge l'a appelée à la barre, Brenda s'est déplacée avec une lenteur calculée, comme accablée par le poids de sa propre bonté. Elle a posé sa main sur la Bible et a prêté serment, sa voix tremblant légèrement pour faire effet. Son avocat, un homme mielleux aux cheveux gominés, a commencé par une question d'introduction douce. « Madame Harrison, pourriez-vous s'il vous plaît décrire au tribunal votre relation avec votre nièce, Madison Clark ?» Brenda a pris une inspiration tremblante et a tamponné le coin de son œil avec un mouchoir en tissu blanc impeccable. « Elle est comme une fille pour moi », a-t-elle commencé, la voix brisée. Quand ma sœur bien-aimée est décédée, que Dieu ait son âme, la question ne s'est pas posée. Mon mari Robert et moi, nous lui avons ouvert notre maison et notre cœur. Nous n'avions pas grand-chose, votre honneur, mais ce que nous avions, nous le partagions. Le culot de cette performance était époustouflant. Elle a inventé un récit d'héroïque sacrifice de soi. Elle a parlé de nuits blanches quand j'avais la grippe, racontant comment elle m'avait tenu la tête et essuyé le front, alors qu'en réalité, elle soupirait d'exaspération et laissait une boîte de Doliprane pour enfants et un verre d'eau devant la porte de mon grenier. Elle a parlé de se priver pour acheter mes fournitures scolaires, oubliant de mentionner qu'elle me tendait un billet de 5 $ en me disant de faire avec. Nous avons dû faire des sacrifices, a-t-elle dit, sa voix montant en intensité. De grands sacrifices. Nous avons annulé un voyage à Disney World. Les enfants étaient dévastés parce que nous avions une autre bouche à nourrir. J'ai dû renoncer à mon rêve de retourner à l'université pour obtenir mon diplôme parce que Madison avait besoin de moi à la maison. Elle a fait un geste vague vers le public. Nos propres enfants ont dû se priver parfois. Lisa voulait des patins à glace neufs pour son anniversaire, mais nous avons dû acheter un manteau d'hiver neuf pour Madison à la place. C'était un mensonge magistral, une version déformée d'un souvenir que j'avais essayé d'oublier. J'avais effectivement reçu un manteau d'hiver neuf cette année-là,
mais seulement après que mon enseignante principale ait envoyé un mot à la maison pour s'inquiéter du fait que mon blouson actuel était trop petit de 2 tailles et avait une fermeture éclair cassée. Brenda y avait été contrainte par la honte, et Lisa avait bien eu ses patins à glace. Je me souvenais de ces magnifiques bottines en cuir blanc aux lames étincelantes, qui contrastaient si fort avec mes baskets d'occasion usées que je portais dans la boue et la neige. L'avocat de Brenda a ensuite produit sa pièce maîtresse, un grand classeur à soufflet débordant de reçus. Il en a déversé le contenu de manière théâtrale sur la table d'épreuve. « Votre honneur », a-t-il annoncé. Ce ne sont là que quelques-uns des reçus que Madame Harrison a conservés au fil des ans. Des courses, des factures d'électricité, des frais scolaires, une décennie de dépenses, une décennie d'amour. Cette montagne de papier était un support visuel puissant. Cela ressemblait à une preuve. Cela ressemblait à un sacrifice. J'ai observé le juge examiner la pile de reçus décolorés, son expression s'adoucissant de sympathie. Les proches derrière moi ont murmuré leur approbation. « Quelle femme bien !» j'ai entendu l'une de mes tantes chuchoter. Cette pauvre fille ne sait pas la chance qu'elle a eue. L'humiliation était une sensation physique, comme si j'avalais des braises. Elle effaçait ma réalité, réécrivait mon histoire devant un public, et ils applaudissaient tous. Chaque souvenir de ma négligence, de ma faim, de ma solitude était masqué par ces mensonges. J'ai senti mon sang-froid commencer à se fisser, mes mains se serrant en poing sous la table. J'étais de nouveau cette petite fille, assise seule au comptoir de la cuisine, forcée d'écouter l'histoire d'une famille heureuse dont je ne ferais jamais partie. La seule différence était que cette fois, le monde entier écoutait. Après que l'avocat de Brenda eut conclu son témoignage en beauté, elle est descendue de la barre, évitant mon regard, mais jetant un œil de martyr affligé vers le public. Elle avait joué son rôle à la perfection. L'air dans la pièce était chargé de sympathie pour elle, je le sentais. Le juge, un homme qui avait probablement vu d'innombrables conflits familiaux sordides, a baissé les yeux vers moi avec une expression qui semblait dire « finissons en ». « Mademoiselle Clark », a-t-il dit, sa voix n'étant qu'un grondement de lassitude judiciaire. C'est une affaire civile, mais le témoignage a été convaincant. Avez-vous une réponse à la demande de votre tante ? C'était le précipice. Le moment où toute la procédure, et peut-être ma vie entière, allait basculer. Pendant une fraction de seconde, l'enfant de 8 ans terrifié en moi a voulu s'enfuir, se cacher, accepter de payer tout ce qu'elle voulait simplement pour que cela s'arrête. La honte qu'elle avait si bien cultivée pendant une décennie était une force puissante et paralysante. Mais j'ai regardé ma tante. J'ai vu le léger sourire triomphant sur ses lèvres. J'ai vu la satisfaction arrogante dans les yeux de ma cousine Lisa, et la peur a été consumée par une résolution froide et inflexible. Je ne m'étais pas battu pour sortir des ténèbres uniquement pour la laisser m'y traîner à nouveau. J'ai pris une grande inspiration pour me calmer et je me suis levé, ma chaise produisant un léger grincement sur le sol ciré. La pièce s'est tue. « Oui, votre honneur », ai-je dit d'une voix ferme, ne laissant rien paraître du tumulte qui m'habitait. J'ai une réponse. J'ai fait un léger signe de tête à mon avocate, une femme brillante et vive nommée Sarah, que j'avais engagée dans un autre cabinet. Nous savions qu'il était crucial que je ne me représente pas moi-même afin de conserver un recul professionnel et objectif. Sarah s'est levée avec une assurance tranquille qui a immédiatement capté l'attention. « Votre honneur », a-t-elle commencé, la voix claire et nette. La demanderesse, Madame Harrison, a construit son dossier sur une prétendue détresse financière et un sacrifice personnel. Nous pensons qu'il est donc essentiel d'établir un portrait clair et précis de la situation financière réelle de Madame Harrison pendant la période de 10 ans où elle a été la tutrice légale de ma cliente. Sarah s'est avancée vers le greffe, portant un dossier lourd et méticuleusement organisé. C'était mon dossier, ma vérité, traduite dans le langage irréfutable des pièces à conviction. Nous aimerions verser au débat une série de documents en commençant par la pièce A. Un agent du tribunal en a remis une copie au juge et une autre à l'avocat de Brenda, qui a semblé déstabilisé. Sarah a placé le document sur le rétroprojecteur et l'image a rempli l'écran à l'avant de la salle d'audience. C'était un relevé certifié de l'administration de la sécurité sociale. La pièce A annoncé Sarah, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, et le relevé complet des paiements de prestations de survivants versés à Brenda Harrison en tant que représentante légale de la mineure Madison Clark. Comme vous pouvez le constater, pendant une période de 120 mois consécutifs, Madame Harrison a reçu un chèque mensuel. Le montant initial était de $987 par mois, avec des ajustements au coût de la vie au fil des ans.
Le montant total de l'aide fédérale perçue par Madame Harrison, légalement destinée au seul entretien et au bien-être de ma cliente, s'élève à 134 562 $. Un murmure de stupeur a parcouru le public. J'ai vu la tête de mon oncle Robert se tourner brusquement vers Brenda, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Le visage de Brenda était d'un coup devenu livide, comme si on l'avait vidé de son sang. Son avocat parcourait sa copie du document en toute hâte, le front plissé par la panique. Passons maintenant à la pièce B, a poursuivi Sarah, imperturbable. Elle a remplacé le premier document par un second. Il s'agit de la confirmation de versement d'une police d'assurance vie souscrite par la mère de ma cliente, Eleanor Clark. Comme vous pouvez le constater, à son décès, la bénéficiaire unique, Brenda Harrison, a reçu un versement unique en capital de 75 000 $. Les clauses de la police stipulent explicitement que ces fonds étaient destinés à l'éducation, au bien-être et aux besoins futurs de Madison Clark. Le total cumulé dépassait désormais les 200 000 $. Les murmures dans le public se sont intensifiés. Le récit prenait l'eau. Les fondations de l'histoire de Brenda tombaient en poussière. Mais Sarah ne faisait que commencer. La demanderesse a témoigné qu'elle et sa famille avaient fait d'immenses sacrifices, renonçant aux vacances et autres plaisirs. Dans cette optique, nous aimerions présenter la pièce C, les relevés bancaires de Madame Harrison que nous avons assignés pour le mois de juillet 2008. Elle a projeté une nouvelle image. C'était un relevé bancaire classique, une liste sèche de débit et de crédit. À l'aide d'un pointeur laser, Sarah a de nouveau mis en évidence une ligne. Ici, le 5 juillet, nous voyons le dépôt du chèque mensuel de la sécurité sociale. Et là, elle a déplacé le point rouge plus bas, le 7 juillet, nous constatons un retrait en espèces de 5 000 $. L'emplacement du distributeur automatique est indiqué juste ici, le Casino Tropicana, à Atlantic City, dans le New Jersey. Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était pas un simple calme, c'était un vide lourd et étouffant. Tous les regards de la pièce étaient désormais fixés sur ma tante. Son visage, qui avait été si pâle, était maintenant d'un rouge vif et marbré. Sa façade soigneusement construite de martyrs douce et souffrante ne s'était pas contentée de se fissurer, elle avait volé en éclats. Le bruit de ce naufrage était le plus beau son que j'ai jamais entendu. L'image du ticket de retrait du casino restait affichée à l'écran, telle une accusation silencieuse et accablante. Les néons de la salle d'audience semblaient bourdonner avec une intensité nouvelle, et la pièce, autrefois pleine de chuchotements, était maintenant figée dans un silence absolu. J'observais ma tante Brenda, dont tout le dossier reposait sur la fiction de sa pauvreté et de ses sacrifices. Ses phalanges étaient blanches tant elle agrippait le bord de la table. Son avocat, l'homme aux cheveux gominés, se penchait vers elle en lui murmurant des paroles affolées, mais elle ne l'écoutait pas. Ses yeux, rétrécis et remplis d'un venin que je ne connaissais que trop bien, étaient fixés sur moi. Objection, votre honneur, a finalement réussi à bafouiller son avocat en se levant d'un air chancelant. Pertinence, les décisions financières personnelles de ma cliente n'ont aucun rapport avec le coût de l'éducation d'un enfant. Le juge, qui s'était penché en avant avec un vif intérêt, s'est adossé à son fauteuil, l'expression dure comme le roc. Rejeté, a-t-il dit d'une voix tranchante. Mon avocate, Sarah, a fait un léger signe de tête confiant. Merci, votre honneur. Elle a de nouveau concentré son attention sur l'écran. Nous disposons de dizaines de relevés de ce genre. Par exemple, la pièce D de mars 2010. Le mois même où Madame Harrison informait l'école de ma cliente qu'elle ne pouvait pas payer les 60 $ de frais pour une sortie scolaire au musée des sciences. Ce relevé indique un paiement de 840 $ chez Nordstrom pour un sac à main de créateur. Elle a cliqué sur la diapositive suivante. La pièce de l'été 2012. Un été que Madame Harrison a décrit dans son témoignage comme ayant été passé à la maison pour économiser de l'argent. Voici des relevés de cartes de crédit indiquant des dépenses pour une croisière de 7 jours dans les Caraïbes pour 2 personnes. À chaque nouvelle preuve, une pierre était arrachée de l'édifice de sa vie de mensonge. La galerie était en ébullition, agitée de bavardages choqués et étouffés. Je pouvais voir les membres de ma famille se tourner les uns vers les autres, les visages marqués par la confusion et l'horreur naissante. Ils étaient venus pour me voir remise à ma place, pour assister au dernier acte de ma prétendue ingratitude. Au lieu de cela, il assistait à la dissection publique d'une femme qu'il croyait connaître. Sarah a marqué une pause, laissant le poids des preuves s'installer dans la pièce. Puis elle a dit, votre honneur,
j'aimerais rappeler la demanderesse, Brenda Harrison, à la barre pour un contre-interrogatoire. Le juge a hoché la tête. Madame Harrison, veuillez retourner à la barre. Elle s'est déplacée comme un robot, ses pas étant raides et saccadés. Lorsqu'elle s'est assise, elle semblait plus petite, diminuée. Le masque de la mère de famille douce avait disparu, remplacé par une expression pincée de pure fureur. Sarah s'est approchée d'elle calmement. Madame Harrison, a-t-elle commencé d'une voix égale et dénuée de malveillance. Vous avez témoigné sous serment que vous aviez fait d'immenses sacrifices financiers pour élever ma cliente. Est-ce exact? Oui, a tranché Brenda d'une voix rauque. Je l'ai fait. Et vous avez témoigné que vous aviez annulé des vacances familiales à Disney World parce que vous aviez une autre bouche à nourrir. Maintenez-vous ce témoignage? Oui. Pourtant, vos relevés bancaires montrent que l'année suivant l'arrivée de ma cliente, vous et votre famille êtes partis en vacances dans une station de ski du Vermont. Les frais d'hébergement, de location de ski et de repas s'élevaient à plus de $6 000. N'était-ce pas des vacances, Madame Harrison? Brenda a bafouillé. C'était différent. C'était un voyage en famille. Le travail de Robert. C'était une prime. Une prime que vous avez omis de mentionner lorsque vous décriviez votre situation financière désespérée, a fait remarquer Sarah. Elle a enchaîné, Madame Harrison, parlons des $75 000 de l'assurance vie de votre sœur. Ces fonds étaient destinés aux soins de Madison. Pouvez-vous dire au tribunal comment vous avez utilisé cet argent dans son intérêt? Les yeux de Brenda ont cherché une issue dans la pièce. Je l'ai utilisé pour les dépenses du foyer, pour elle, pour nous tous. Tout est allé dans le même panier. Ça a payé le prêt, ça a mis à manger sur la table. Vraiment, a demandé Sarah d'une voix dangereusement douce. Elle a brandi un autre document. Parce que voici le relevé d'un compte d'épargne à haut rendement ouvert le lendemain du jour où vous avez reçu le versement de l'assurance. Le dépôt d'ouverture était de $50 000. Le compte était à votre seul nom. Au cours des 5 années suivantes, cet argent n'a servi ni à payer le prêt ni à acheter des courses. Il a été utilisé, selon les relevés, comme apport personnel pour l'achat d'un SUV de luxe neuf et pour payer la somptueuse fête des 16 ans de votre fille Lisa. Le bien-être de Madison incluait-il une voiture neuve pour vous, Madame Harrison? Ce fut le point de rupture. Le dernier fil de son sang-froid a lâché. Brenda a bondi de son siège, le visage déformé par un masque de rage pure. Elle a pointé un doigt tremblant non pas vers Sarah, mais directement vers moi. Toi, a-t-elle hurlé, sa voix rauque et hideuse déchirant le calme de la salle d'audience. Petite sorcière ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai sacrifié. Son avocat s'est levé, Brenda, assieds-toi. Mais rien ne pouvait plus l'arrêter. La digue de 10 ans de rancœur venait de céder. Je t'ai donné un toit au-dessus de la tête. Je t'ai évité l'assistance publique. Tu n'étais qu'une erreur commise par ma sœur et je me suis retrouvé coincé avec toi. Un silence de mort est tombé sur la salle. Le seul bruit était sa respiration saccadée. Ses mots flottaient dans l'air, lourds et toxiques. Cette fille a été un boulet à mon cou dès le jour de son arrivée, a-t-elle crié, sa voix se brisant sous le coup de l'hystérie. J'aurais dû la laisser dans une famille d'accueil. J'aurais dû laisser l'État la prendre. Mon Dieu, j'aimerais n'avoir jamais croisé son regard. Le masque n'était pas seulement fissuré, il s'était volatilisé. C'était la vraie Brenda. C'était la femme qui avait hanté mon enfance, dont j'avais ressenti la haine dans chaque dîner froid, dans chaque pull d'occasion, dans chaque parole méprisante. C'était un aveu monstrueux et effrayant. Mais, dans la partie la plus blessée de mon âme, c'était aussi une délivrance. Je ne l'avais pas imaginé. Sa haine était réelle. Et maintenant, enfin, tout le monde pouvait le voir. Dans le silence retentissant qui a suivi l'éclat de ma tante, un changement profond s'est produit. Toute l'atmosphère de la pièce avait été irrévocablement modifiée. L'affaire ne tournait plus autour de $50 000. Elle tournait autour de la vérité brute et laide qui venait d'être exposée aux yeux de tous. Brenda se tenait debout, tremblante, le visage décomposé par la colère et le choc de son propre aveu, avant de s'effondrer sur sa chaise comme si ses os s'étaient changés en poussière. Son avocat semblait anéanti, se passant la main sur le visage dans un geste d'abandon total. La galerie n'était plus qu'un tableau de visages stupéfaits. Les membres de ma famille, venus pour soutenir leur sœur,
la regardait désormais comme une étrangère. Mes cousins, Lisa et Marc, étaient pâles, les yeux écarquillés par une horreur qui semblait pour la première fois s'adresser à ma cause. Le juge, le visage fermé en un masque de calme judiciaire, a laissé le silence planer encore un instant avant de prendre la parole. Sa voix était froide et tranchante. « Maître, veuillez maîtriser votre cliente. » Il a ensuite tourné son regard vers moi. Son expression était passée d'une lassitude impatiente à une attention sérieuse et concentrée. « Mademoiselle Clark » a-t-elle dit d'une voix plus douce. À la lumière de ce témoignage, la défense a-t-elle autre chose à ajouter? C'était mon moment. Sarah avoua poser les bases factuelles, brique par brique. Ma tante, dans sa fureur, venait d'apporter le ciment toxique qui scellait le tout. C'était maintenant à mon tour de bâtir le mur final, de donner une voix à la décennie de silence qui m'avait étouffé. J'ai senti la main de Sarah se poser doucement sur mon bras, une question silencieuse. Je lui ai adressé un signe de tête ferme. J'allais parler. Je me suis levé, mes jambes me semblant étonnamment solides. Je n'avais pas de discours préparé. J'avais seulement la vérité, une vérité qui était mon ombre depuis 20 ans. Je ne me suis adressé ni au juge, ni à mon avocate, ni au public. Je me suis tourné légèrement et j'ai parlé directement à la silhouette effondrée de ma tante. Vous avez raison sur un point, ai-je commencé, ma voix étant calme mais portant dans le silence ambiant. Vous n'auriez pas dû me prendre chez vous. Pas de cette façon, parce que vous ne m'avez pas élevé. Vous avez mis en scène l'illusion de m'élever pour le monde extérieur. Mais entre les murs de votre maison, vous vous êtes assuré que je sache que j'étais la prisonnière de votre charité. J'ai fait un pas en avant. Vous parlez du toit au-dessus de ma tête, mais vous ne dites pas comment vous m'avez installé dans le grenier, là où j'étais hors de vue et hors de votre esprit. Vous parlez de la nourriture que vous m'avez donnée, mais vous ne dites pas comment je mangeais mes repas seul au comptoir de la cuisine comme une servante pendant que votre famille riait ensemble dans la pièce d'à côté. Vous ne parlez pas des nuits où je me couchais le ventre vide parce que vous aviez joué l'argent qui était censé me nourrir. Sa tête s'est redressée brusquement, ses yeux brillants d'une haine renouvelée, mais elle n'a rien dit. Elle n'avait plus de mots. Vous parlez de sacrifice, ai-je continué, ma voix prenant de la force, mais le seul sacrifice a été le mien. J'ai sacrifié une enfance normale. J'ai sacrifié le droit de me sentir aimé et désiré. J'ai sacrifié la croyance que j'avais de la valeur en dehors de ce que je pouvais faire pour les autres. Vous ne m'avez pas appris à forger mon caractère, vous m'avez appris que j'étais un fardeau. Vous m'avez appris à me taire, à être invisible, à m'excuser pour l'espace même que j'occupais. L'argent. L'argent est presque secondaire. Vous m'avez volé bien plus que cela. Vous m'avez volé le dernier cadeau de ma mère. L'argent qu'elle a laissé derrière elle était son ultime acte d'amour, sa façon d'essayer de me protéger même après son départ. Et vous avez pris cet amour, cette protection, et vous les avez dépensés dans des croisières, des casinos et des sacs à main. Vous avez profané sa mémoire chaque fois que vous avez utilisé votre carte de crédit. Des larmes commençaient enfin à monter dans mes yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. J'ai terminé et je suis resté là, le cœur battant, l'air chargé d'électricité. La vérité était enfin sortie, prononcée par ma propre voix. C'était libérateur. Sarah s'est tenue à mes côtés. Votre honneur, a-t-elle dit doucement. Nous disposons de quelques dernières pièces justificatives. Elle n'avait pas besoin de le faire, l'affaire était gagnée, mais il s'agissait de ne laisser planer aucun doute. Il s'agissait d'honorer l'enfant que j'avais été. Nous aimerions verser au débat la pièce F, des extraits du journal intime d'enfance de Madison Clark. Elle a projeté une page numérisée sur l'écran. Mon écriture d'enfant, arrondie et hésitante, remplissait l'espace. Sarah l'a lu à haute voix, 12 octobre 2007. Chère maman, j'aimerais que tu sois là. Tante Brenda était encore en colère aujourd'hui. Elle a dit que je mangeais trop et que je lui coûtais une fortune. J'ai essayé de ne manger que la moitié de mon sandwich à midi pour que ça coûte moins cher. Tu me manques. Je t'aime, Madison. Elle a enchaîné avec un bulletin scolaire de mon enseignante de classe de 5e qui précisait « Madison est une élève brillante, mais elle est extrêmement repliée sur elle-même et silencieuse. Elle semble souvent triste et vient à l'école avec des vêtements inadaptés pour la saison. Je m'inquiète pour son environnement familial. » Enfin, Sarah a présenté une déclaration écrite sous serment de cette même enseignante, une femme que je n'avais pas revue depuis 15 ans, mais qui se souvenait de moi.
Elle y décrivait une réunion parents-professeurs au cours de laquelle elle avait tenté d'évoquer doucement ses inquiétudes, pour se heurter à la fureur indignée de Brenda. Brenda l'avait accusée de s'ingérer dans ses affaires et était partie en tempêtant, affirmant que l'école essayait de lui dicter comment gérer son cas social. Tout était là, une mosaïque complète et accablante de négligence, de cupidité et de cruauté. Mes mots calmes étayés par les preuves irréfutables du passé. Il ne restait plus rien derrière quoi ma tante pouvait se cacher. Son monde de mensonges avait été entièrement et définitivement démantelé. La phase finale de l'audience ne fut qu'une formalité, l'ombre d'une procédure juridique. L'avocat de Brenda, pâle et terrassé, a renoncé à son plaidoyer de clôture d'un simple mouvement de tête découragé. Il savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Sa cliente avait non seulement perdu l'affaire, mais elle l'avait réduite en cendres par ses propres paroles. Sarah s'est levée pour notre déclaration de clôture, mais elle n'a pas insisté sur les preuves. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle a parlé des principes de cette affaire. Votre honneur, a-t-elle dit d'une voix empreinte d'une colère calme et juste. Il ne s'est jamais agi d'une affaire d'argent. Il s'agissait d'exploitation. Il s'agissait d'une femme qui a vu un enfant en deuil non pas comme une nièce à aimer, mais comme une opportunité à exploiter. Elle a pris le contrôle de centaines de milliers de dollars destinés au bien-être de cet enfant et s'en est servi pour financer un train de vie de loisirs et de luxe, tout en soumettant ce même enfant à une décennie de maltraitance psychologique et de négligence. Et quand l'argent est venu à manquer, que l'enfant a grandi et a trouvé sa propre voie vers le succès, la cupidité n'a pas pris fin. Elle est revenue pour en demander plus. Elle a intenté ce procès, ultime acte d'exploitation audacieux, pensant pouvoir tirer profit une dernière fois de la jeune fille dont elle avait déjà volé l'enfance. La justice, dans cette affaire, ne consiste pas seulement à rejeter sa demande, elle consiste à reconnaître ce comportement prédateur pour ce qu'il est. Elle s'est rassise. Le silence qui a suivi était lourd, empreint d'attente. Le juge a longuement regardé ses notes, le rent plissé. Puis il a retiré ses lunettes, les a posées sur le bureau et a regardé directement Brenda. Toute trace de lassitude avait disparu de son visage, remplacée par une expression de profond mépris judiciaire. Madame Brenda Harrison, a-t-elle commencé, sa voix basse et coupante. Veuillez vous lever. Brenda s'est levée avec peine, le corps tremblant. Vous êtes venue dans cette salle d'audience pour réclamer 50 000 $, a dit le juge d'une voix qui résonnait d'une autorité froide. Vous vous êtes présentée comme une martyre, une éducatrice désintéressée qui a tout sacrifié pour sa nièce orpheline. Vous avez pleuré à la barre. Vous avez présenté des reçus d'épicerie comme preuve de vos difficultés. C'était une sacrée performance. Il a laissé ses mots planer. Mais les preuves présentées aujourd'hui ont raconté une toute autre histoire. Elles n'ont pas décrit une histoire de sacrifice. Elles ont décrit une décennie de fraude calculée et systématique. Elles ont décrit le détournement de prestations de la sécurité sociale. Elles ont décrit l'utilisation abusive flagrante de fonds d'assurance vie. Elles ont décrit l'histoire d'une femme qui, tout en prétendant être dans le besoin, s'offrait des croisières de luxe et jouait des milliers de dollars dans les casinos de l'argent qui appartenait à un enfant, votre nièce. Il s'est penché en avant, le regard planté dans le sien. Mais il ne s'agit pas seulement de fraude financière. J'ai écouté les témoignages. J'ai lu les pages du journal et les rapports des enseignants. Ce tribunal a pu entrevoir la maltraitance psychologique profonde et continue que vous avez infligée à un enfant vulnérable placé sous votre garde. Vous ne vous êtes pas contenté de lui voler son héritage, vous avez systématiquement tenté de lui voler son estime de soi. Sa voix a monté, chargée d'une fureur d'autant plus puissante qu'elle était maîtrisée. Et après tout cela, que vous ayez l'audace de vous présenter devant un tribunal pour tenter de tirer profit une seconde fois de l'enfant même que vous avez si profondément exploité, c'est un acte d'une cruauté et d'une cupidité à couper le souffle que ce tribunal ne saurait tolérer. Je trouve votre demande non seulement infondée, mais franchement révoltante. Elle a saisi son marteau. En conséquence, la demande de la partie demanderesse pour un montant de 50 000 $ est rejetée avec des pans. Le premier coup de marteau a résonné comme un coup de feu. C'en est fini de l'affaire civile, a-t-il poursuivi, sa voix baissant d'un ton, devenant encore plus glacial. Cependant, je n'ai pas terminé. Compte tenu des preuves accablantes de malversation financière présentées ici aujourd'hui, ce tribunal renvoie l'intégralité de cette affaire, les relevés bancaires, les documents d'assurance, les témoignages sous serment.
Absolument tout devant le bureau du procureur de district pour l'ouverture immédiate d'une enquête sur plusieurs chefs d'accusation de fraude grave, de fraude électronique et de mise en danger potentielle d'un enfant. Brenda a émis un petit bruit d'étouffement. Vous êtes venu ici aujourd'hui pour réclamer 50 000 $, a conclu le juge, les yeux durs comme de la glace. Madame Harrison, vous risquez de repartir avec une inculpation pénale et la perspective d'une peine de prison. L'audience est levée. Il a abattu le marteau une dernière fois. Le son fut assourdissant. Les genoux de Brenda ont semblé fléchir. Elle s'est effondrée sur sa chaise, le visage marqué par une dévastation totale. Son avocat a laissé tomber sa tête dans ses mains, ne la regardant même plus. La grande comédie était terminée. La vérité avait triomphé, et la justice était plus entière et terrible que tout ce que j'avais osé imaginer. Les instants qui ont suivi le départ du juge ont été un tourbillon de bruit et de mouvement. Un agent du tribunal s'est approché pour se tenir tranquillement près de la table de ma tante. Les chuchotements dans le public se sont transformés en conversations animées. J'ai senti la main de Sarah sur mon épaule, une pression ferme et rassurante. « Vous avez réussi, Madison », a-t-elle murmuré. Je n'ai pu que hocher la tête, la gorge trop nouée pour parler. Mon corps me semblait étrangement léger, comme si un poids physique que je portais depuis 20 ans venait de s'évanouir dans l'air. Pendant que nous rangions nos serviettes, j'ai évité de regarder Brenda. Je ne voulais pas voir son désespoir. Je ne ressentais ni triomphe ni désir de vengeance. Je me sentais juste calme. La tempête qui faisait rage en moi depuis aussi longtemps que je m'en souvenais s'était enfin apaisée, laissant place à un silence paisible et pur. Nous sommes sortis de la salle d'audience pour rejoindre le large couloir de marbre. Et là, m'attendant, se tenaient mes cousins. Marc se tenait d'un air gauche, les mains enfoncées dans les poches, le regard fixé au sol. Lisa était à ses côtés, le visage pâle et les yeux rougis. L'arrogance avait disparu, remplacée par une onde profonde et déstabilisante. Marc a été le premier à parler, sa voix étant à peine un murmure. M'a dit. Je suis tellement désolé. Il a enfin levé les yeux vers moi, et son regard était rempli d'un regret sincère et douloureux. Je suis tellement désolé. Je savais. Je veux dire, je ne savais pas pour l'argent, pas de cette façon. Mais je savais comment elle te traitait. Je savais que ce n'était pas juste. Nous avions des vêtements neufs et tu avais nos vieilles affaires. Nous mangions du gâteau et tu étais dans la cuisine à faire la vaisselle. J'ai tout vu et je n'ai jamais rien dit. Je n'étais qu'un enfant, mais ce n'est pas une excuse. J'ai été un lâche. Je suis tellement désolé. Lisa a pris la parole à son tour, la voix lourde de larmes. J'ai été affreuse, a-t-elle dit, les mots se bousculant dans sa bouche. J'étais une enfant gâtée. J'aimais être la préférée. J'aimais attirer toute l'attention. Je te traitais comme si tu n'étais rien parce que c'est ce qu'elle nous apprenait à faire. De la voir là-dedans, d'entendre ce qu'elle a dit, ce qu'elle est vraiment. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas croire que nous ayons participé à ça. Je suis désolé, Madison. J'ai regardé ces deux personnes qui avaient été les artisans d'une si grande partie de ma misère d'enfance, et j'ai ressenti une surprenante vague, non pas tout à fait de pardon, mais de compréhension. Ils étaient des enfants eux aussi à l'époque, pris dans l'attraction gravitationnelle d'un parent manipulateur. Ils étaient complices, mais elle était la source du poison. Merci de dire cela, ai-je dit, et ma voix était ferme. Ça signifie quelque chose de l'entendre enfin. Je ne leur ai pas proposé d'étreinte. Je ne leur ai pas dit que tout allait bien. Certaines blessures sont trop profondes pour de simples banalités, mais je leur ai offert la vérité. Ces excuses comptaient. C'était un élément petit mais crucial du passé qui reprenait sa juste place. Nous sommes restés là un instant dans une trêve silencieuse et maladroite, trois adultes confrontés à une enfance qui nous avait tous brisés de différentes manières. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, la vie a repris un cours normal. Le procureur a effectivement engagé des poursuites contre Brenda. Le dossier était accablant, et elle a fini par accepter un accord de plaidé coupable, 5 ans de mise à l'épreuve, un remboursement ordonné par le tribunal d'une partie des fonds de la sécurité sociale au gouvernement. Et une condamnation pour délit grave, felony, qui la suivrait pour le reste de sa vie. Elle a perdu sa maison. Oncle Robert, humilié, a demandé le divorce. Son monde, bâti sur des mensonges et de l'argent volé,
s'était complètement effondré. Je ne ressentais aucune joie face à sa chute, seulement un sentiment tranquille et sobre de conclusion. Sa punition était la conséquence naturelle de ses choix. Ma victoire ne résidait pas dans sa ruine, mais dans ma propre liberté. La colère que j'avais portée pendant si longtemps avait disparu. La tristesse profonde et douloureuse était toujours là, cicatrice légère sur mon âme, mais elle ne me définissait plus. J'avais affronté le monstre de mon passé, et j'avais gagné. Non pas en criant plus fort ou en me montrant plus vicieuse, mais en m'armant de la vérité simple et incontestable. Je me suis investi dans mon travail avec un sentiment de mission renouvelé. Quelques mois après l'audience, j'ai accepté de m'occuper bénévolement du dossier d'une jeune fille de 17 ans placée en famille d'accueil, dont le tuteur détournait le fonds d'études universitaires. Alors que j'étais assise en face d'elle, à écouter son histoire de négligence silencieuse et de trahison financière, j'ai vu un reflet de moi-même. Mais cette fois, je n'étais pas la victime, j'étais son avocate. C'était moi qui avais le diplôme de droit, moi qui savais comment riposter. Je pouvais utiliser ma propre douleur, mon propre parcours comme un bouclier et une épée pour les autres. J'avais trouvé un moyen de transformer le chapitre le plus laid de ma vie en quelque chose d'utile, quelque chose qui pouvait créer de la justice dans ce monde. J'étais enfin en paix. Ma tante voulait 50 000 $ pour m'avoir élevé. Ce qu'elle a obtenu à la place, c'est la vérité exposée au grand jour et les conséquences qui allaient avec. Pendant des années, j'ai cru à son histoire, selon laquelle j'étais un fardeau, je n'avais pas de valeur, je lui devais une dette impayable. Mais en fin de compte, la justice est arrivée. Non pas dans les cris ou la colère, mais avec le poids tranquille et indéniable des preuves et de la vérité. Parfois, la famille qui vous est donnée ne vous apportera pas d'amour. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas construire votre propre vie, une vie remplie de force, de sens et de paix. Vous pouvez devenir votre propre sauveur. Si vous croyez que la vérité finit toujours par éclater et que la justice vaut la peine qu'on se batte pour elle, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.